Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle émission de Putsch Live. Ce soir, nous recevrons Tigran Yegavian. Bonsoir Tigran, comment allez-vous? Bonsoir Nicolas Vidal, très bien, merci. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Sur Putsch Live, je vous présente journaliste spécialiste du Moyen-Orient et du Caucase. Et votre dernier livre paru, c'est Minorités d'Orient, les oubliés de l'histoire, aux éditions du Rocher. Donc ce soir, je voulais vous entendre. Ce n'est pas une audition, hein, cher Tigran Yegavian, mais c'est un éclairage plutôt sur ce qui se passe entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est un conflit beaucoup plus vaste et vous allez nous dire pourquoi, nous expliquer aussi la genèse de ce conflit-là, nous dire aujourd'hui quel est le rôle de la Turquie, on parlera aussi de la Russie, peut-être aussi de l'Union européenne et rapidement d'Emmanuel Macron. Première question, Tigran Yegavian, quelle est la genèse de ce conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan? Déjà, il faut commencer à situer le Karabakh sur une carte, parce que je ne pense pas qu'en France, c'est un sujet on vous affiche la carte. Qui est assez difficile voilà. Donc, le Karabakh, c'est un petit territoire, hein, c'est la taille d'un département français, c'est à peu près la Haute-Savoie, le Karabakh dans ses frontières délimitées. C'est un des berceaux historiques de l'Arménie. Donc, l'Arménie, premier État à avoir adopté la chrétienté. Et c'est un territoire montagneux, au relief accidenté, qui a toujours été habité continuellement par des Arméniens. Donc, en témoigne le patrimoine architectural, les églises, les monastères arméniens, etc. Et donc, c'est peuplé d'Arméniens chrétiens, à majorité à 95-98%, mais qui a aussi été marqué par le processus génocidaire au début du XXe siècle, puisqu'il y a eu un génocide en 1915 qui a décimé les 2 tiers de la population arménienne de l'Empire ottoman à l'ouest. Et les Arméniens du Karabakh ont aussi souffert de plusieurs massacres de la part des Tatars musulmans qui sont turcophones, qui sont les ancêtres des Azéris. Alors, où est-ce qu'on se situe? On se situe sur une sorte de zone tampon. On remet la carte de manière à ce qu'on puisse commenter cette carte en même temps, comme ça nos internautes comprennent mieux la situation de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Voilà. Vous êtes aux confins de l'Empire, aux confins des empires. Vous êtes sur un bloc géopolitique, une zone tampon en fait, aux marches de l'Empire russe. On est dans une zone d'influence russe depuis la fin du XVIIIe siècle. Au sud, l'Iran qui contrôlait cette zone jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et puis à l'ouest, la Turquie. Donc en 1921, c'est les débuts de l'Union soviétique. Vous avez donc à Moscou le commissaire aux nationalités qui s'appelle Staline, un certain Staline, qui donc, suivant l'adage diviser pour régner et pour asseoir l'influence russe aux marches de l'Empire soviétique, découpe des frontières qui ne correspondent pas au fait aux réalités ethniques nationales. Et donc il va faire cadeau du Karabakh, mais aussi d'une autre région qu'on voit à l'ouest de l'Arménie, le Nakhitchevan. Il en fait cadeau donc à l'Azerbaïdjan turcophone. Donc il le fait suivant l'adage divisé pour régner, mais il arrache en fait ces provinces historiquement arméniennes à l'Azerbaïdjan pour aussi gagner l'amitié du monde musulman et en tout particulier de la Turquie kémaliste. À l'époque, la Turquie vient d'être au pouvoir en Turquie. Il y a Mustafa Kemal, hein, qui a gagné la guerre contre les Européens. Et donc, c'était dans l'intérêt des Soviétiques aussi d'étendre leur influence. Donc, pendant toute la période soviétique, la question du Karabakh, qui est la question en fait du droit du peuple autochtone arménien à rester dans la mère patrie arménienne, est gelée. Elle est gelée. Et puis, il y a aussi un processus de nettoyage ethnique qui a lieu au Nakhitchevan, à l'ouest. Les Arméniens de Nakhitchevan, qui constituent une petite majorité relative, environ 50%, sont chassés, sont exterminés progressivement. Et donc, les Arméniens du Karabakh ont très peur de suivre l'exemple du Nakhitchevan. Qu'est-ce qui se passe à la fin des années 80? C'est la perestroïka. Donc, Gorbatchev est au pouvoir à Moscou. On libéralise la politique. Et donc, le peuple arménien du Karabakh réclame son rattachement à l'Arménie soviétique. Il peut le faire par voie légale. Le Parlement de cette région autonome donc vote le rattachement à l'Arménie soviétique. Et la réponse du pouvoir azerbaïdjanais soviétique ne se fait pas attendre, puisqu'il y a des massacres qui ont lieu. Et donc, on massacre des Arméniens dans la banlieue de Bakou et on expulse à peu près des centaines de milliers d'Arméniens d'Azerbaïdjan qui travaillaient là-bas, qui vivaient là-bas, sont expulsés et sont chassés. Il y a un autre chassé-croisé aussi, des Azerbaïdjanais d'Arménie soviétique sont
sont chassés aussi. Et donc, on rentre dans une première phase où la guerre du Karabakh est essentiellement une guerre d'autodéfense, puisque le but des Azeris, c'est d'expulser tous les Arméniens de la région. Ils le font grâce à l'aide de l'Union soviétique, de l'armée rouge soviétique, puisqu'à l'époque, c'est encore l'URSS. Les années passent, on arrive à 91. Le Haut-Karabakh n'arrive toujours pas à réclamer son rattachement à l'Arménie, et donc il proclame son indépendance. Mais il le fait non pas vis-à-vis de Bakou, de l'Azerbaïdjan soviétique, mais vis-à-vis de Moscou. Et en cela, c'est très intéressant parce que quand on écoute les dépêches de l'AFP, les médias, très souvent, on présente le Karabakh comme une région séparatiste. On pense que le Karabakh, c'est un peu comme l'Abkhazie ou l'Ossétie du Sud ou encore la Transnistrie. En fait, non. Le Karabakh est une république autoproclamée qui, depuis 91, est indépendante de facto, mais non reconnue, et qui a construit en fait tous les attributs d'un État, avec un gouvernement, un parlement, une vie démocratique, une alternance démocratique et une armée de défense qui est donc se protège de l'Azerbaïdjan. La guerre se termine entre guillemets en 94 avec un cessez-le-feu, à l'avantage des Arméniens parce que les Arméniens ont récupéré et étendu le territoire du Karabakh à une zone équivalent à peu près au double de la région du Karabakh, c'est-à-dire 11 000 km², qui permet de sanctuariser le territoire du Karabakh. Et donc, des Azeris sont expulsés. Tigrane, sur la carte, qu'on précise bien, je la réaffiche, on la remet à l'antenne, la carte. C'est vraiment ce territoire jaune qu'on voit, le Haut-Karabakh. Il y a une continuité territoriale avec l'Arménie. En fait, les forces arméniennes réussissent, en faisant ces batailles, à réaliser la jonction, la continuité territoriale avec l'Arménie et protéger le Karabakh ainsi. Donc en 94, l'armée azerbaïdjanaise est dans un état de délabrement. Le pouvoir azerbaïdjanais est dans un état vraiment fortement fragilisé par de multiples problèmes internes. Et donc les Azeris demandent un cessez-le-feu qu'ils obtiennent. Et à l'époque, le Karabakh est à la table des négociations. Donc il y a trois acteurs, si vous voulez. Il y a l'Arménie, l'État arménien garant de la sécurité du Karabakh, qui est allié les Arméniens du Karabakh, parce que c'est la même ethnie, c'est le même peuple, et vous avez l'Azerbaïdjan de l'autre. Et puis, il y a la Russie qui, au début du conflit, donc, était plutôt pro-azéri, puis après les indépendances de 1991, essaye de garder une certaine équidistance pour pouvoir se positionner en rôle de médiateur et aussi pour continuer à avoir une certaine influence dans la région. Et on le verra très bien tout au long des années 90-2000 que si l'Arménie et la Russie sont liées par un partenariat, par une alliance militaire, hein, c'est l'équivalent de l'Organisation de la coopération de la sécurité, c'est une sorte d'OTAN russe, et ben, la Russie vend aussi des armes à l'Azerbaïdjan. La Russie a toujours des relations étroites avec l'Azerbaïdjan. Et donc, il y aura des escarmouches pratiquement tous les jours, des escarmouches tout le long de la ligne de front qui fait plusieurs centaines de kilomètres. Mais un premier conflit a lieu en 2016. En avril 2016, l'Azerbaïdjan, qui ne supporte pas le statu quo, lance une attaque et est repoussée. Elle grignote quelques kilomètres carrés de territoire, mais pour les Arméniens, c'est un vrai traumatisme, cette guerre, parce qu'ils comprennent que l'Azerbaïdjan ne veut pas négocier, ne veut pas reconnaître le Karabakh, et donc attend juste de se réarmer grâce à la rente pétrolière, grâce donc à son économie. L'Azerbaïdjan se surarme, elle se procure des armes, des drones kamikazes auprès des Israéliens, auprès des Turcs, auprès des Russes. Et donc, on va en venir à où on est maintenant, c'est-à-dire qu'il s'est passé des choses qui ont été peu relayées cet été. En juillet donc, de cette année, l'Azerbaïdjan a lancé une offensive militaire dans le nord de l'Arménie, donc le long de la frontière internationalement reconnue. Il y a de fortes raisons de croire que cette guerre éclair, donc a duré à peu près 3 jours, était un peu comme un test pour la partie azerbaïdjanaise, pour comprendre la combativité de leurs troupes, essayer de nouveaux matériels. Et donc, les Arméniens ont repoussé cette attaque et ont même éliminé un général de l'armée azerbaïdjanaise, et ça s'est soldé par des manifestations de masse à Bakou contre les Arméniens, réclamant une guerre totale. Et ce qu'on a pu comprendre, c'est que le pouvoir azerbaïdjanais est fortement fragilisé par cette question, parce que, si vous voulez, le pouvoir azerbaïdjanais, bon, c'est une dictature autocratique, c'est un régime clanique, c'est le clan des Aliyev, ils sont au pouvoir depuis 30 ans dans ce pays. Ils ont de plus en plus de mal à acheter la paix sociale du fait des inégalités criantes, du fait que la rente, l'argent du pétrole et du gaz est de moins en moins bien distribué, mais surtout que cette rente-là, elle va s'épuiser à court et moyen terme. On parle de 5 ans.
5-6 ans. C'est-à-dire qu'il faut faire vite. C'est-à-dire que pour le pouvoir azerbaïdjanais, il est vital de relancer une guerre victorieuse pour redorer son blason, mais pour conforter sa légitimité, mais aussi pour asseoir pour acheter la paix sociale. Donc c'est vraiment cette dimension-là qu'il faut avoir en compte, parce que depuis les années 90, le pouvoir azerbaïdjanais entretient une rhétorique très belliqueuse et très, même, je dirais même hystérique contre les Arméniens. Par exemple, en 2004, lors d'une session de l'OTAN, il y a un lieutenant de l'armée arménienne qui a été assassiné dans son sommeil à coups de hache par son collègue azerbaïdjanais. Donc, ce lieutenant azerbaïdjanais finalement a été relâché par les Hongrois, ça se passe à Budapest, il a été acclamé en héros national. Donc c'est pour que vous ayez un peu l'idée de ce sentiment de haine, de revanche nationale qui caractérise en fait ce conflit, qui peut être résumé en une phrase, et je vais vous citer Sakharov, qui en 88, donc le prix Nobel Sakharov, disait aux yeux des Azerbaïdjanais, donc ce conflit c'est un enjeu d'orgueil national, c'est une question d'orgueil, c'est une question donc de territoire, de puissance. Aux yeux des Arméniens, c'est une question de vie ou de mort, c'est une question de survie, parce qu'ils savent pertinemment que s'ils reculent, s'ils perdent, eh bien, ils sont massacrés, et c'est la continuité du génocide de 1915 qui est en fait en cours. C'est extrêmement important ce que vous dites là, hein, sur l'enjeu existentiel de l'Arménie qui se sent en danger de plus en plus. D'ailleurs, on le voit. Alors moi, ça m'a frappé. J'ai vu qu'il y avait des chefs de la diplomatie, ou je ne sais pas exactement le grade, mais même des joueurs de foot professionnels arméniens qui avaient quitté leur club et qui étaient allés se battre sur le front. Ça, c'est quand même lourd de sens et lourd de conséquences déjà à titre individuel, mais c'est un engagement total à un moment donné aussi pour la mère patrie et l'Arménie. Ce genre d'engagement de gens qui sont même peu en Arménie et qui sont à droite à gauche, je parle de ce joueur de foot-là qui est international, qui est allé se battre sur le front il y a une dizaine de jours. C'est absolument impressionnant, pour ce conflit. Disons que la question du Karabakh, c'est une cause sacrée, parce que il y a la guerre, donc cette fameuse guerre qui s'est passée en 88-94, qui avait aussi mobilisé la diaspora. Et là, on vit vraiment un moment historique, parce que ce qui se passe aujourd'hui, l'Arménie, on voit très bien, les Arméniens n'ont pas d'alliés. Les Russes sont pas vraiment des alliés, c'est des partenaires stratégiques qui soutiennent l'Arménie dans le cadre donc de ce traité de l'OCTSC, mais ils sont pas prêts à se battre aux côtés des Arméniens comme le font les Turcs. On n'a pas encore parlé de la Turquie, mais c'est très important. Pourquoi ? Parce que la nouvelle donne de ce conflit, c'est que l'armée turque est aux commandes. Elle ne l'était pas juste avant. Et ça complexifie beaucoup donc la nature de ce conflit, mais surtout d'une nature locale. On est maintenant plongé dans une dimension régionale, voire internationale, puisqu'il y a un enchevêtrement d'acteurs. Et tout cela est excessivement dangereux. Et les Arméniens se sentent à juste titre menacés par le danger pan-turc, puisque les Turcs n'ont qu'une envie, c'est de pousser les Russes à leur retranchement pour les obliger à prendre position pour les Arméniens. Donc ça se fait aux dépens des Arméniens, cette affaire. Et donc, oui, effectivement, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est l'équivalent d'une bataille qui a eu lieu en 1918, qui s'appelle la bataille de Saltarapat, donc en Arménie, à l'est d'Erevan, où la population arménienne, exsangue, survivante du génocide de 1915, on est 3 ans après le génocide, se bat pour stopper l'avancée des Turcs, qui avait comme intention de rayer tout simplement de la carte ce petit territoire qui restait encore arménien dans le Caucase. Donc effectivement, il y a une union sacrée, il y a une mobilisation de la diaspora arménienne. À l'heure où je vous parle, la collecte de dons auprès du Fonds arménien mondial, qui est une structure fédératrice pan-arménienne, donc dans le monde entier, il y a des structures qui aident donc le développement de l'Arménie à récolter 100 millions de dollars en l'espace d'une petite quinzaine de jours, ce qui est absolument considérable quand on prend en considération les moyens de l'Arménie. Encore une fois, le rapport de force, si vous voulez, le rapport de force entre les belligérants n'est pas forcément à l'avantage des Arméniens, puisque au plan technique, l'armée azerbaïdjanaise dispose de matériel dernier cri. Et comme je vous l'ai dit, elle est équipée de drones kamikazes turcs notamment, mais aussi israéliens, puisque l'Israël a un partenariat géostratégique très important avec l'Azerbaïdjan. On en reparlera tout à l'heure. En face, les Arméniens, si vous voulez, n'ont pas bougé sur le terrain, parce qu'ils se battent avec beaucoup de pugnacité, puisque c'est encore une fois une question de vie ou de mort, c'est un enjeu existentiel, mais ils n'ont pas forcément la maîtrise des airs. Et c'est pour ça que cette guerre fait beaucoup de dommages auprès des populations civiles du Karabakh, et même de l'Arménie, parce qu'il y a des avions F-16 turcs qui violent l'espace aérien arménien pour frapper des civils. Et donc ça explique aussi le désavantage, en fait, la faiblesse de la partie arménienne, qui n'a pas forcément le matériel adéquat pour neutraliser ces drones.
Et quel est le niveau, j'ai envie de vous poser comme question, quel est le niveau de l'engagement turc, militaire, on va dire, dans ce conflit, Tigran Yegabian? Eh bien, en juillet dernier, il y a eu cette guerre donc au nord de l'Arménie. Et quelques semaines plus tard, ont eu lieu des manœuvres très importantes entre les armées azerbaïdjanaises et les armées turques dans l'enclave, on va remontrer la carte, l'enclave Oui. du Nakhitchevan, donc c'est-à-dire ce territoire qui appartient à l'Azerbaïdjan et qui est situé à moins d'une cinquantaine de kilomètres de Erevan, la capitale de l'Arménie. Donc, ces manœuvres de grande ampleur se sont faites dans la perspective de la préparation d'un nouveau conflit. Et ce qu'on pouvait même comprendre, quand avoir les exécutions, enfin les emblèmes des militaires, on voyait une carte de la Turquie et l'Azerbaïdjan où l'Arménie était rayée de la carte. Voilà. Donc ça traduit, si vous voulez, l'argument que la menace panturquiste, elle est bien réelle parce que le président Erdogan, qui fait face à une situation socio-économique désastreuse, est engagé depuis plusieurs années dans une fuite en avant islamo-nationaliste, je dirais même opportuniste, parce que soit il va utiliser l'argument néo-ottomaniste au Moyen-Orient, en Libye. Là, dans le cas de l'Azerbaïdjan, c'est plutôt l'argument pan-turquiste, mais il le fait à dessein. Il le fait parce que c'est dans son intérêt donc de créer un nouveau foyer d'instabilité. Il le fait aussi parce que il a compris que son seul moyen de se maintenir au pouvoir, c'est de provoquer des crises géopolitiques structurelles. Déjà parce que ça permet de consolider sa base électorale, de rester au pouvoir à l'intérieur, mais aussi ça permet de retourner un rapport de force qui, en apparence, en tout cas au départ, ne lui est pas favorable, puisque la Turquie est en position de faiblesse. Mais grâce à tous ces foyers d'instabilité, cette anarchie, ce chaos, sous ces brasiers qu'elle allume en Libye, en Irak, en Syrie, au Liban, aujourd'hui en Arménie, en Azerbaïdjan, demain au Balkan, qui sait? Qui sait si la Turquie, qui a beaucoup d'intérêt au Balkan, n'allume pas un nouveau brasier au Kosovo, en Albanie ou en Macédoine du Nord, où elle a beaucoup d'intérêt. Donc, votre question, c'était sur l'implication turque. Eh bien, Oui, elle est très militaire. claire. Elle est Militaire, très finalement. claire parce que l'armée turque est aux commandes, ne serait-ce qu'au niveau aérien. Depuis, l'Azerbaïdjan est devenu progressivement un pays satellite de la Turquie, alors que ce n'était pas forcément le cas. Il y a un slogan qui est en vogue à Bakou et Ankara. C'est peut-être de la propagande, mais beaucoup y croient. Les Azéris et les Turcs se reconnaissent comme une nation en deux États. Bon, très bien. Sauf que l'Azerbaïdjan, c'est un pays compliqué. Ils sont certes turcophones, mais la religion majoritaire, c'est le chiisme. L'ethnie sont plutôt proches des Perses. Donc, c'est un pays compliqué dans le sens que hybride et qui est en quête d'identité. Mais il y a un fort courant pan-turquiste. Et l'armée, ce qu'on voit maintenant, c'est que l'armée azerbaïdjanaise, le pouvoir azerbaïdjanais, a consciemment délégué tout un pan de sa souveraineté à la Turquie. Et en cela, il y a un certain aventurisme, puisque la Turquie importe des mercenaires djihadistes, un millier de mercenaires djihadistes syriens, et majoritairement d'ethnie turkmène, c'est-à-dire turcophone, mais pas uniquement, des gens qui sont des clients de la Turquie depuis des années, qui se battent contre les Russes pour le compte des Turcs sous différents drapeaux, que ce soit armée syrienne libre, brigade milice, etc., dans le nord de la Syrie. Donc ces gens-là qui étaient au chômage technique depuis que la Turquie a opéré plusieurs nettoyages ethniques au nord de la Syrie pour chasser les Kurdes, eh bien, elle a intérêt à se battre en Azerbaïdjan, moyennant un salaire de 2000 $ et la naturalisation turque, la nationalité turque. Alors, je vais remontrer la carte parce que finalement, on a l'impression quand même que l'Arménie est enclavée. Finalement, aujourd'hui, elle est enclavée. Et je voulais je vous pose une question de profane, Tigran Nigavian. Vous parliez tout à l'heure de cette fameuse région du Nakhitchevan, finalement, où on voit sur la carte territoire sous contrôle de l'Azerbaïdjan. C'est le petit territoire au sud-ouest, pardon, de l'Arménie. Voilà, finalement, c'est sous contrôle azerbaïdjanais. Pourquoi? Et on imagine qu'il y a une implication turque sur ce territoire qui est quand même à quelques, Alors, oui, à quelques oui, j'en ai parlé kilomètres de tout au notre début. frontière. Oui, oui. Oui. Alors, ce territoire-là du Nakhitchevan, en fait, c'est un territoire aussi historiquement arménien où il y a eu il y a eu un processus de nettoyage ethnique et je dirais même d'ethnocide puisque les Azerbaïdjanais ont démoli tous les monuments, les sites religieux qui rappellent la présence arménienne, dont le fameux cimetière arménien de Tukhra. Mais ce territoire-là a été offert par les soviétiques, par Staline en 21, au même titre que le Karabakh, à l'Azerbaïdjan turcophone. Et ce territoire-là, en fait, il est stratégiquement très important parce que c'est le seul il y a une bande de 8 km de frontière terrestre avec la Turquie. Et c'est par là que passe, si vous voulez, aussi une grande partie
du matériel militaire turc dans le cadre des manœuvres de l'été. Donc ce matériel, il est resté et les Azéris, les Turcs s'en servent aujourd'hui pour mener leur guerre contre les Arméniens du Karabakh et contre les Arméniens en général. Alors, je voudrais qu'on parle rapidement aussi, élargir le point de vue. On le sait, le rôle de l'Union européenne, Tigran Yegavian, aujourd'hui, quel est-il? On imagine que le rôle aussi, le positionnement politique d'Angela Merkel n'est pas étranger à la politique de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, l'Union européenne, en tant que rôle, est inexistant. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts entre l'Allemagne et la Turquie. Madame Merkel a cru bon sacrifier, si vous voulez, l'éthique, la morale et les principes sur l'autel d'une certaine réelle politique. Il y a une grosse communauté turque en Allemagne, mais il y a aussi une grosse communauté kurde, ça on l'oublie. Donc non, l'Allemagne joue le mauvais rôle dans cette affaire, mais le président Macron est allé assez loin en termes de déclaration, puisque c'est le seul chef d'État occidental à avoir très clairement désigné l'agresseur et l'agressé, et le premier aussi à avoir, en des termes explicites et argumentés, en fait, fait état de la présence de djihadistes sur le théâtre d'opération, ce qui est en soi gravissime, parce que l'Azerbaïdjan n'est pas un État failli. C'est pas la Syrie, c'est pas le Liban, c'est pas la Somalie. C'est un pays donc souverain qui a une armée régulière. Donc le fait que l'Azerbaïdjan, via la Turquie, importe des djihadistes, ça provoque, si vous voulez, un fait sans précédent. La Russie et l'Iran considèrent cette présence djihadiste comme une ligne rouge, puisque ces djihadistes-là, ils peuvent très bien se déplacer vers le nord. Vous avez le Daghestan, la Tchétchénie, et le sud, l'Iran, qui est excessivement inquiète et préoccupé par ce qui est en train de se passer sur son flanc nord. Et parlons d'Iran aussi. Vous nous avez dit un rôle absolument nullissime, fait nul en termes d'action de l'Union européenne. Vous avez Je dirais même munichois. Munichois. Là, alors là, c'est un syndrome munichois. Là, ouais. En fait, on est en train de donner à la bête, on est en train de calmer la bête son appétit en lui donnant l'Arménie et le Karabakh, mais on oublie que Erdogan ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas s'arrêter là et il continuera à allumer d'autres brasiers. Hier, c'était Chypre. Avant-hier, c'était donc la Libye, et demain, ça sera les Balkans, très, très probablement. Donc, je pense que là, on est face à un abandon. Oui, et puis l'histoire se répète aussi. Oui. L'histoire se répète aussi parce que les Arméniens ont été abandonnés, enfin, je veux dire, ils ont cru aux promesses des Européens à l'époque de la question d'Orient, qui les ont lâchés après le génocide lorsque les Arméniens avaient un foyer national en Cilicie. Donc, et l'Allemagne, il faut le savoir historiquement, a eu un rôle notable dans l'extermination des Arméniens de l'Empire ottoman en tant qu'allié stratégique de l'Empire ottoman, et que l'armée allemande était sur place en Turquie pendant le génocide et n'a jamais manifesté la moindre protestation. Donc, effectivement, il y a un vrai malaise, il y a une vraie crise morale, et mis à part la France, ni l'Union européenne, ni l'OTAN qui pourrait aller plus loin, qui pourrait, par exemple, suspendre la Turquie de l'OTAN, puisque la Turquie joue les pyromanes. L'OTAN aussi n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Et là, encore une fois, il y a une vraie réédition du syndrome de Munich. Je voudrais que vous nous disiez quelques mots aussi sur le fameux groupe de Minsk, je crois qu'il s'appelle comme ceci. Qu'est-ce que c'est Tigran Yegavian et quel est son rôle aujourd'hui et son implication du groupe de Minsk? En 1992, la guerre fait encore rage entre les Arméniens du Karabakh et l'Azerbaïdjan. Et donc, vous avez une organisation qui s'appelle l'OSCE, l'Organisation de la sécurité collective, la coopération en Europe, qui donc propose à une dizaine d'États de créer un groupe de contact, un groupe de médiation pour arriver à une solution pacifique, une solution politique du conflit, partant du fait qu'une solution militaire est impossible. Et donc, ce groupe de Minsk est un groupe de médiation qui est censé donc ramener les belligérants à la table des négociations, est co-dirigé par 3 États. Vous avez les États-Unis, la Russie et la France. Et donc, c'est intéressant parce que c'est un des rarissimes forums multilatéraux. Vous avez ces 3 puissances qui travaillent ensemble, où Américains, Russes et Français travaillent ensemble sur la base donc du droit international. Donc, le problème, c'est que ces négociations ont piétiné sur le fait que les 2 camps ne sont pas du tout disposés à céder leur position. C'est-à-dire que les Arméniens, eux, ils pensent que le temps est en leur faveur, il y a le statu quo, et qu'un jour ou l'autre, le Karabakh sera reconnu comme un État indépendant, c'est le droit à l'autodétermination. Et de leur côté, les Azeris pensaient jusqu'à maintenant que le temps était aussi en leur faveur parce qu'ils ont eu le temps de se surarmer, et que le droit à l'intégrité territoriale est un droit international qui est supérieur au droit
à l'autodétermination. Or, le problème, c'est que l'intégrité territoriale, ça s'applique quand la menace est plutôt extérieure, mais pas quand elle est intérieure. Et surtout, c'est ce qui n'est pas le cas du Karabakh. Et surtout, là, ce qui se passe maintenant, c'est que si vous voulez que les choses se débloquent, il faut impérativement que le Haut-Karabakh soit reconnu en tant qu'entité indépendante. Et pour cela, il faut que le Karabakh, au moins, participe aux négociations, ce qui est malheureusement pas encore le cas. Oui. Alors, est-ce qu'on peut aussi parler, il nous reste 5 grosses minutes pour continuer à voir ce sujet, à l'analyser avec vous, Tigran Yegabian. Je répète, vous êtes journaliste spécialiste du Moyen-Orient et du Caucase, et votre dernier livre paru, c'est Minorité d'Orient, les oubliés de l'histoire aux éditions du Rocher. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi du rôle de l'Iran ou de la situation de l'Iran sous le prisme de ce conflit C'est très intéressant parce que justement, tout à l'heure, j'ai dit que les Azerbaïdjanais étaient chiites, comme les Iraniens. D'ailleurs, pour la petite histoire, le guide de la révolution, l'homme fort au pouvoir à Téhéran, lui-même est d'origine azérie. Ali Khamenei lui-même est d'origine azérie. Je remets la carte pour voir où se situe l'Iran. Il y a au nord de l'Iran une très importante communauté azerbaïdjanaise. On parle de 18 millions ou un petit peu moins d'Iraniens d'ethnie azérie. Donc, lorsque l'Azerbaïdjan a accédé à l'indépendance en 91, il y avait à Bakou un courant nationaliste qui réclamait en fait un grand Azerbaïdjan, en rattachant en fait les deux entités, l'Azerbaïdjan indépendant avec l'Azerbaïdjan du Nord, c'est-à-dire tout le nord de l'Iran. Pour Téhéran, c'est une menace qui est prise très au sérieux et qui explique pourquoi, plutôt que de soutenir leurs coreligionnaires azerbaïdjanais, Téhéran était plutôt favorable à l'Arménie au nom des intérêts géostratégiques. Oui. Bon, ça, c'est le premier argument. Vous avez un pays chiite qui soutient un pays chrétien, donc il n'y a pas de guerre de civilisation, il n'y a pas de guerre de religion, c'est faux. Là, on est vraiment dans une autre dimension. D'ailleurs, les liens entre l'Arménie et l'Iran sont très anciens, historiquement, culturellement. Il y a une communauté arménienne très importante historiquement en Iran. Donc, l'hypothèse de la guerre des religions est à exclure. S'ajoute à cette menace, cet irrédentisme azéri en Iran, une autre menace qui vient d'Israël cette fois-ci, puisque Israël est le premier État à avoir reconnu l'indépendance d'Azerbaïdjan en 91 et qui, dans sa logique de diplomatie des périphéries, d'alliance, de quête d'alliance périphérique avec des pays qui sont les ennemis de vos ennemis, donc ce sont mes amis, comme elle avait fait avec les Kurdes d'Irak, avec les Éthiopiens et l'Iran du Shah, Israël a noué un partenariat stratégique très étroit avec l'Azerbaïdjan, à qui elle importe un gros tiers de son gaz et de son pétrole. Et Israël donc considère l'Azerbaïdjan comme une base arrière contre l'Iran. Donc il y a toute une coopération en termes de services de renseignement. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des exportations d'armes, de drones kamikazes, mais aussi une coopération culturelle parce qu'il y a une communauté juive relativement importante, même si les Azéris aiment bien montrer qu'ils sont un exemple de tolérance et d'ouverture multiculturelle, de communauté juive à Bakou. Donc, si l'Iran n'est pas ouvertement un belligérant et allié de l'Arménie, elle observe une neutralité plutôt bienveillante vis-à-vis d'Erevan et surtout est très inquiète de ce qui est en train de se passer à l'heure où je vous parle, puisque les affrontements ont lieu du côté de la frontière iranienne. En ce moment, là où je vous parle, les affrontements sont très très violents sur le flanc sud du Haut-Karabakh, parce que l'armée turque et l'armée azerbaïdjanaise essayent de percer le maximum de territoire pour faire la jonction entre le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan, et donc couper l'Arménie de ce couloir stratégique qui la relie à l'Iran, et qui est pour l'Arménie une véritable bouffée d'oxygène compte tenu de son enclavement. Oui, alors c'est extrêmement intéressant ce que vous disiez là, Tigran Yegabian, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes en train de dire qu'il y a pratiquement 18 millions d'Azéris qui sont situés au nord de l'Iran. On pourrait imaginer iraniens de nationalité, mais d'ethnie azérie et qui sont souvent l'objet de... Est-ce que ça pourrait être finalement, alors peut-être que j'extrapole un peu, mais est-ce que ça pourrait faire l'objet un jour d'une sédition de ce territoire nord de l'Iran de gens qui voudraient rallier ou s'annexer à l'Azerbaïdjan? Très honnêtement, non, je pense pas. Ouais. On n'en est pas là du tout. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'Azerbaïdjan est un pays très opaque, un pays, je crois que je vous le disais hors antenne, où on n'a pas pratiquement très peu d'experts, de chercheurs intellectuellement honnêtes qui peuvent s'exprimer sur ce sujet. Malheureusement, nous en cherchons. La plupart des gens qui s'expriment sur l'Azerbaïdjan sont très souvent des relais d'influence des officines de l'État turc et l'État azéri. Or, l'Azerbaïdjan est traversé aussi par une certaine question identitaire, puisqu'il y a des minorités nationales au sud de l'Azerbaïdjan, notamment les Taliches, qui sont persanophones et qui ne veulent pas se battre contre les Arméniens, qui ont leurs propres revendications, autonomie, mais pas forcément d'indépendance, mais qui ont leurs propres revendications, et que le pouvoir de Bakou
et explosent en première ligne, mais en première ligne du front parce qu'ils savent que bon, bah, c'est là ils ont plus de chances de ne pas revenir. Et il y a tout un débat en fait dans les milieux d'opposition azerbaïdjanais, notamment des leaders d'opposition Talish qui se trouvent à Moscou, qui appellent à la paix, enfin en tout cas ou à la désertion, mais qui sont bien conscients du jeu cynique qui est en train de faire l'Azerbaïdjan. Et je rappelle aussi que l'Azerbaïdjan à ce jour n'a pas communiqué le nombre de victimes. Elle n'a pas ouvert ses frontières complètement aux journalistes, ou alors elle l'a fait très tardivement. Donc tout ça, au fait, complexifie davantage la donne, et comme vous le comprendrez, on est vraiment face à une vraie mosaïque ethno-confessionnelle. Alors, j'ai une dernière question pour vous. Comment voyez-vous les prochains jours, les prochaines semaines, pardon, les prochains mois de ce conflit aujourd'hui? Vous disiez encore qu'en ce moment même où nous parlons, il y a des conflits très violents, en fait, des attaques très violentes et des combats dans le sud, surtout. Ouais. Dans le sud. Comment vous voyez la suite, Tigran Yegavian, là, à ce sujet? Bah, le problème, c'est qu'il y a un cessez-le-feu qui a été signé donc en septembre, en samedi, pardon, qui a été donc au bout d'une dizaine d'heures de pourparlers entre les ministres des Affaires étrangères arméniens et azerbaïdjanais à Moscou. Mais malheureusement, l'Azerbaïdjan a violé ce cessez-le-feu et a bombardé massivement les villes, les objectifs civils, les hôpitaux, les immeubles d'habitation, même même des cathédrales. La cathédrale de Chouchi a été bombardée au Karabakh. Et donc tout cela n'augure pas, ne prête pas à l'optimisme. De l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est que bon, là maintenant, les Arméniens sont persuadés qu'ils font face à un nouveau génocide, en tout cas une nouvelle opération de nettoyage ethnique, et que les Azeris et les Turcs sont vraiment dans une optique où il faut grignoter le maximum de territoire pour pouvoir négocier en position de force des concessions. On a l'impression en fait que le jeu diplomatique, là, dans ce format entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le groupe de Minsk, est relayé en fait, et de deuxième importance, n'est pas vital. Si quelque chose va se faire, ça va être entre Moscou et Ankara. Ça va être entre les Russes et les Turcs que une solution, enfin en tout cas un deal va se faire. Et côté arménien, la mère des priorités maintenant, c'est se battre pour obtenir la reconnaissance du Haut-Karabakh, pour obtenir une sécession remède, hein, comme on l'a fait pour le Kosovo, comme on a fait pour le Soudan du Sud, parce que l'impératif aujourd'hui, c'est protéger les civils, c'est protéger les populations, avant de pouvoir, si vous voulez, travailler à une solution politique. Donc vraiment, la mère des priorités, c'est la reconnaissance du Karabakh qui sera inscrite à l'agenda, en fait, de la diaspora arménienne et je l'espère de ses amis, de ses alliés. Merci beaucoup, en tout cas, Tigran Yegavian, de nous avoir de faire ce long éclairage sur la situation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, avec tout ce que ça implique d'alliance, de jeu, de pouvoir, de lutte et de territoire. On rappelle, vous êtes journaliste spécialiste du Moyen-Orient et du Caucase, avec votre dernier livre paru, Minorité d'Orient, les oubliés de l'histoire, aux éditions du Rocher. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce long entretien et nous nous tenons bien entendu, comme je dis, avec tous mes invités au courant pour avoir plus d'informations sur les sujets que nous abordons. Merci beaucoup. Merci Nicolas Vidal. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. Bye bye, Vive la démocratie. Salut.